Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de parler du tibial postérieur dans les tennis et sports de raquettes. Il faut quand même s'avouer que c'est pas très très fréquent. En tout cas, moi j'en vois pas beaucoup. On voit plus les fibulaires. Oui, on pousse. Ok. Non, c'est pas. Ah, la grovère. Un peu de rappel anatomique. Pour vous rappeler quand même que le tibial postérieur, moi c'est quand même mon préféré dans toute l'anatomie du pied, c'est le plus important puisque c'est toute la cambrure et toute la propulsion de l'arche interne. Il vient s'insérer essentiellement sur le naviculaire, le cunéiforme et présente des digitations par la suite. Il fait partie d'un complexe assez important avec le spring, donc les faisceaux profonds du LLI, les calcanéos naviculaires, pour faire ce qu'on appelle la coxapédis. Bravo Monsieur Boyer, on passe devant le projo. Alors, les luxations du tibial postérieur, j'en ai jamais vu. J'ai vu récemment une fissuration avec une petite instabilité chez une danseuse qui a fait un mouvement d'hyperextension avec un pied en rotation externe. Comme pour les fibulaires, donc soit on passe sur l'avulsion complète avec la déchirure de toute la lèvre antérieure et de la gaine. Donc même principe de traitement. Soit donc on réinsère, soit on traite de façon conservatrice si on arrive dans les phénomènes aigus. Je ne sais pas si toi tu en as déjà eu. Oui. Ben voilà. Ben ouais, c'est ça le problème. Le mécanisme lésionnel, donc entorse en varus, hyperextension, un pli bloqué en sol en rotation externe avec une contraction contrariée et le tibial postérieur part en avant. Alors, la clinique, il faut qu'elle soit rapide parce que l'œdème est très important et très rapidement, la palpation devient impossible. Un bon test, c'est toujours la mise sur pointe monopodale qui est impossible dans les lésions du tibial post. La radiologie standard quand on a une avulsion et l'échographie qui est le gold standard pour la mise au point, éventuellement une IRM. Alors le traitement chirurgical en cas de déchirure de la gaine, réfection, luxation sous périostée, on réinsère la lèvre avec des points transosseux et les facteurs favorisants, c'est l'hypoplasie de la gouttière malléolaire interne où elle peut être creusée un peu à l'instar de ce qui se fait sur les fibulaires. Il faudrait poser la question à des arthroscopeurs de cheville, mais je ne suis pas sûre que, vu la fréquence des luxations du tibial post, si ça peut se faire en plastie de gouttière en arthroscopie, comme ça se fait pour les fibulaires. Alors, les lésions du tibial postérieur qui sont des ruptures d'allure chronique ou dégénératives, eh bien, soit elles sont totales, soit elles sont partielles. Quand les ruptures sont totales, c'est l'incompétence du tibial postérieur. Quand elles sont partielles, on parle d'insuffisance. Et c'est les dysfonctions et le pied plat acquis de l'adulte. Alors, sa fonction, elle est importante. Elle amortit la pronation de la soutalienne après l'attaque talonnière. Elle est un stabilisateur principal dynamique de la soutalienne. Et elle permet le verrouillage pour la propulsion avec la rigidification de l'arche interne avec aussi le long fibulaire, il ne faut pas l'oublier. Alors, les deux facteurs de vulnérabilité, c'est une zone hypovasculaire en sous-malléolaire et les forces de stress qui sont importantes. On passe aussi d'une force verticale à une force horizontale. Alors, certains sports, avec des changements rapides de direction et d'augmentation des forces de stress, la course sur terrain mou ou sur sable, les entraînements intenses, les erreurs d'entraînement et aussi, à bien vous rappeler, les injections locales de corticostéroïdes sans mise en décharge. Alors, je ne suis pas totalement contre les infiltrations, mais c'est un tendon qui est soumis à des forces importantes. Pendant le temps de l'infiltration, il faut quand même le mettre en décharge pour ne pas avoir des ruptures comme ça nous arrive parfois. Alors la clinique, les symptômes, c'est les douleurs périmalléolaires, les gonflements, l'impression aussi d'avoir une malléole beaucoup plus grosse. Les gens viennent en disant c'est bizarre parce que depuis un certain temps,
Je ne rentre plus dans mes chaussures. Diminution des capacités sportives aussi. À l'examen, la palpation est douloureuse, la contraction contrariée et le test de mise sur pointe monopodale. Le bipodal, pour moi, n'est pas un bon test parce qu'en général, les gens trichent et c'est quand même parfois très difficile de le remarquer. Et toujours rechercher les troubles statiques associés. Alors, en terrain normal, la rupture vraie, partielle ou totale est quand même rare. Les sports à risque sont les sports avec des changements rapides de direction et des sports violents, basket, course, hockey, football et de temps en temps tennis. Les zones de rupture sont, comme on l'a vu sur la précédente dia, dans la zone de faiblesse, près de l'insertion sur le naviculaire ou en zone sous-malléolaire. Alors, le terrain qui est dégénératif, qui est quand même le plus important et celui qu'on rencontre le plus souvent, les ruptures chroniques, qui sont les pathologies d'élongation, au principe de l'élastique mou, où on a finalement un tendon qui n'est plus compétent, qui est encore là et qui assure l'amarrage de l'avant-pied, ou pas, avec après les déformations qui s'avancent sur le médio et l'avant-pied. Les incompétences du tibial postérieur sont les ruptures sur un terrain dégénératif chronique, les lésions du spring qui sont associées avec un spring qui s'est aminci avec l'excès de contrainte qui est chronique, et les troubles statiques qui sont au départ réductibles et qui deviennent finalement de plus en plus rigides et incorrectibles. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi on en arrive là et pourquoi on ne les voit pas avant, au moment de l'insuffisance. Alors vous voyez ici des images de fissuration sur un cas de tendinopathie avec une importante augmentation du volume du tibial postérieur, une grosse réaction inflammatoire au niveau de la gaine et au passage au niveau malléolaire. Donc, en arrière, le rouge. Le rouge. Non. Donc, le bilan radiologique standard, la radiographie standard, pied, face, profil en charge et des clichés de Méhari. Et puis, pour bilanter, soit l'échographie, mais en sachant qu'on s'avance généralement sur des indications opératoires. Et donc, le mieux reste quand même l'IRM, puisque ça permet d'avoir des clichés à revoir avant l'intervention. Le traitement conservateur, il doit toujours être en première intention quand ce sont des déformations correctives ou dans les cas de sauvetage quand il y a des contre-indications opératoires, comme les personnes âgées ou quand la demande fonctionnelle est très faible. Ce sont évidemment les supports de correction avec des systèmes de coque de contre-appui et des systèmes qui sont relativement rigides, qui sont soit faits en carbone ou en plastique, et qui sont un peu contraignants. C'est difficile de mettre des chaussures de ville, évidemment, avec ça. On a fait la version un petit peu plus light, avec du thermoformage, qui est salvatrice dans beaucoup de cas. Alors, adaptation des chaussures, on peut aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qui se fait dans la chaussure, et aussi ce qui peut se faire en dehors, c'est-à-dire la médialisation d'un appui talonnier pour rendre un appui qui se fait d'aplomb, un contrefort qui est rétentif. Si vous avez une semelle de correction dans une chaussure où où le contrefort est mou, le patient va utiliser des chaussures changer tous les 3 mois parce qu'il va déformer tout le contrefort. Et pas oublier qu'il y a des chaussures orthopédiques aussi, même sur mesure. La physiothérapie anti-inflammatoire, pas oublier l'étirement des chaînes postérieures, puisque vous savez que le tendon d'Achille va au plus court, et donc quand la déformation commence, le tendon d'Achille tire toujours dans le sens de la déformation. Donc il faut en parler avec les physiothérapeutes qui prennent en charge le patient, il faut faire des exercices d'étirement des chaînes postérieures d'abord passif avec un arrière-pied réduit, et puis après, quand on a récupéré, on peut apprendre aux patients chaussés à faire ces exercices d'étirement. Le traitement chirurgical, on ne va pas peut-être s'étendre dessus, il est à faire au cas par cas, ça dépend de l'âge du patient, de sa demande fonctionnelle, de l'importance des déformations. Est-ce que le tendon persiste? Est-ce qu'il est complètement rompu? Est-ce qu'on peut envisager un transfert? Est-ce qu'il faut gérer un pied rigide avec des arthrodèses? Donc il y a plein de choses possibles de chirurgie osseuse ou et tendineuse.
Voilà quelques exemples. Les ostéotomies qu'on peut faire avec des transferts associés ou pas. Les arthrodèses qui sont soit simples, soit doubles, soit triples dans certains cas. Alors, un petit point important aussi, ne pas oublier le naviculaire accessoire, qui est la petite surprise en général des entorses, des étiquetages d'entorses qui évoluent pas très bien. C'est donc un noyau d'ossification qui est séparé normalement du naviculaire. La fréquence, 5 à 10% de la population, et c'est souvent bilatéral. Les classifications, vous le connaissez, soit c'est un ossicule, soit un os en syncondrose avec le naviculaire, ce qui est le plus souvent, ou un naviculaire avec une grosse tubérosité interne. La clinique, c'est surtout visible dans les types 2, chez les adultes ou les jeunes adultes et adolescents. Augmenter l'activité à la charge, parfois c'est des conflits au chaussage avec une bursite sur la proéminence du naviculaire, avec parfois une irritation s'il y a une instabilité entre ce naviculaire et ce naviculaire accessoire et le naviculaire primitif, avec le tibial postérieur, donc avec des signes d'irritation du tibial post. C'est souvent muet jusqu'à une découverte fortuite au décours d'un traumatisme, qui est soit un accident sportif, soit typiquement le rafting est un très grand pourvoyeur de naviculaire accessoire parce qu'on glisse sur les pierres. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça pendant les vacances et qui reviennent avec cette pathologie ou la marche dans un trou. Donc, il faut toujours exclure aussi à l'examen une tendinite du tibial postérieur ou une fracture de stress ou l'existence d'une coalition. Et toujours bien regarder vos radiographies de face et de profil. On voit quand même souvent le naviculaire. Radiologie standard et un petit point pour la scintigraphie, simplement pas un examen qui est très intéressant puisqu'il y a des petites instabilités, comme c'est bilatéral souvent, ça marque dans les deux plans. L'IRM est l'examen le plus intéressant si toutefois la taille est suffisante pour voir le naviculaire. Si le naviculaire est vraiment petit, on ne le voit pas, mais vous pouvez corréler à ce moment-là la radiographie et l'IRM. Traitement, il est conservateur si on arrive au moment du traumatisme, ce qui est rarement le cas. Parce qu'on voit les patients arriver à 6 mois d'une entorse bénigne et qui n'évolue pas bien. Le traitement devient alors chirurgical parce qu'il y a une instabilité qui se fait et qui est difficilement traitable et qui est un peu plus lourde en termes de suite. Il faut parfois réamarrer le tibial postérieur. Le diagnostic différentiel, si on peut ne pas oublier les entorses du ligament latéral interne, pour lesquelles nous nous trouvons fort démunis quand on arrive avec des patients qui sont à 6 mois d'un traumatisme. On a essayé de mettre au point des protocoles de soins avec des immobilisations plâtrées, des infiltrations de PRP qui donnent pour l'instant en tout cas de bons résultats. Voilà.